On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, un nouvel épisode du CQFR. Théo, rentrons direct dans le vif du sujet. On va parler de l'éléphant in the room. Alors, pas aussi large qu'un éléphant, mais il est presque aussi grand. C'est Victor Wembanyama. J'ai vu passer un peu sur Twitter. Théo, je ne sais pas si tu as fait gaffe à ça. Alors, j'essaye d'éviter Twitter, mais j'ai quand même, en y allant un petit peu, j'ai vu que beaucoup de fans se plaignent que les médias français ne traitent pas les difficultés de Victor Wembanyama sur ce début de saison. Je ne sais pas si c'est vrai que les médias ne le traitent pas. Par contre, ce que je trouve véridique, effectivement, c'est que Victor Wembanyama est en difficulté. On en avait parlé sur le premier match et sur le troisième aussi, le fait que Victor Wembanyama manque de rythme et d'autres choses d'ailleurs. Et ça s'est vu sur ce match contre OKC, défaite des Spurs contre le Thunder 105-93, avec le plus petit match offensif de Victor Wembanyama depuis le début de sa carrière, seulement 6 points, 1 sur 5 au tir. Après, il a 8 rebonds et 3 contres, 4 ballons perdus aussi. Le tout en 27 minutes. Il n'a pas joué les 7 dernières minutes du match. Théo, tu as quand même trouvé que les Spurs avaient fait un match intéressant, mais je te propose qu'on commence d'abord par Wembanyama, qu'on reste d'abord sur Victor Wembanyama. Ouais, alors c'est intéressant ce que tu notes là sur les difficultés de Victor Wembanyama. Je pense que je trouve le terme trop fort, mais je pense aussi que ça dépend des attentes en fait. Parce que moi, je m'attends pas à ce que ça soit un MVP en puissance. Pour moi, ça reste un jeune joueur qui est dans une progression. Alors bien sûr, il part de très haut, mais je le trouve effectivement, il manque d'adresse extérieure, manque de rythme. Je pense que c'est le terme que tu as utilisé, Antoine. Ça me semble très juste. Après, sur ce début de saison, il a quand même toujours eu un impact défensif au rebond. Voilà, faudrait qu'on définisse un petit peu ce qu'on entend par difficulté. Je le trouve pas en rythme, effectivement. Je pense pas que ça soit son niveau. Comment dire, que ça soit. Il est voilà, c'est pas un très bon début de saison, mais difficulté, je trouve le terme un peu dur, sachant que c'est un début de saison et qu'il y a pas mal de joueurs qui sont, enfin tu regardes les autres équipes qui sont encore en train de se roder aussi. Par contre, ce match c'était vraiment impressionnant et intéressant. Moi, j'adore les face-à-face Chet Holmgren, Victor Wembanyama. Tu me disais que tu as vu une bonne partie du match. Là, ça commence tout de suite. Holmgren, il met un énorme contre à Wembanyama. Il met 2 contres énormes pour commencer le match. Et pour moi, c'est un match qui s'est joué avec beaucoup d'engagement, beaucoup de sérieux. Et pour rester sur Victor, par contre, effectivement, sur ce match-là, la défense d'OKC qui est impressionnante en règle générale, était vraiment impressionnante hier. Il y avait un plan de jeu défensif pour freiner ou limiter l'impact de Victor Wembanyama et ça a fonctionné à plein régime. Ce que les gens entendent par déception, il finit la saison en 25-12, Victor Wembanyama. Tu vois, il y a vraiment une montée en puissance. Sur la deuxième moitié de saison, Victor Wembanyama est peut-être un des 20 meilleurs joueurs de la Ligue. Il y a une attente à l'approche de sa deuxième saison, c'est de se dire... tiens, il va être All-Star. Alors, bien sûr, il n'y a qu'une semaine de compétition. Mais après 4 rencontres, je te donne quand même ses stats. Il est à 16 points de moyenne. Il n'est même pas le meilleur marqueur des Spurs. 16 points. Tu es à 25 sur la deuxième moitié de saison. 16 points, 40% au tir, 19% à 3 points, 11 rebonds et moins 8 de différentiel. Vraiment, donc quand il est sur le terrain, ça ne se passe pas très bien pour San Antonio. C'est aussi... vas-y. Non, vas-y, Non, c'est aussi que l'équipe de San Antonio est meilleure que l'an dernier. Je trouve dans les rotations et dans le talent en fait de cette équipe, je parle pas de résultats, je pense que sur le papier elle est meilleure. Donc quand il est pas sur le terrain, il y a quand même plus de joueurs qui sont aussi capables d'apporter leur écho à ce qui se passe dans cette équipe. Et j'essaie pas de défendre le début de saison de Victor à tout prix. Par contre, on sait aussi que les deuxièmes années, surtout pour des joueurs qui ont été forts en année rookie, c'est souvent plus dur parce que là pour le coup, tout le monde l'a étudié. Et je te disais hier, il y avait un plan de jeu anti-Victor Wembanyama du côté du Thunder. Maintenant, c'est le cas des 29 autres équipes qui vont jouer San Antonio tous les soirs. Alors que l'an dernier, je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un plan de jeu. En fait, ils savaient pas vraiment à quoi s'attendre. Ils découvraient le joueur. Donc, c'est là que je veux dire, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je comprends que ça soit décevant, si on veut. Ok, prenons ce terme, mais je trouve pas ça alarmant, en fait. Je trouve ça logique pour un joueur aussi jeune dans sa deuxième année. Non, mais moi non plus, je trouve pas ça alarmant. Mais d'ailleurs, c'est pas trop ce qui a été mis en avant. J'ai vu plus effectivement décevant. J'ai pas forcément des gens vu s'alarmer. Et puis de toute façon, on va rester à la limite maintenant sur nous. Moi non plus, je suis pas alarmé, mais il y a quand même des petits trucs. C'est que le plan de jeu dont tu parles, j'ai l'impression que ça y est, toutes les équipes ont capté que tu peux lui mettre un mec petit puissant. Tu lui mets le profil petit puissant sur lui.
il est en difficulté. Là, c'était Lou Dort, par moment, c'était même Alex Caruso en première mi-temps. C'est des joueurs, il a du mal à se faire violence face à ces gars-là. Dylan Brooks, du côté des Rockets, l'a mis en difficulté. Et je pense que ce côté petit puissant, la majorité des équipes de la Ligue en ont un. Moi, ce qui m'a marqué, alors oui, tu as raison, c'est la défense du Thunder, donc il faut prendre avec des pincettes. Il y a plusieurs choses, en fait. J'ai l'impression qu'il n'est pas totalement inscrit dans le jeu des Spurs, mais quelque part, c'est un peu normal. C'est aussi, déjà, c'est une équipe qui a changé son 5 majeur. Il y a 2 nouveaux titulaires, dont Chris Paul. Il n'y a pas Devin Vassell. Donc, on pourrait même dire qu'il y a 3 titulaires, 3 nouveaux titulaires, vu que Champagny n'était pas forcément complètement dans le 5 l'an dernier. Donc, il y a besoin d'adaptation. Mais je me demande aussi, tu vois, pendant un an, tous les joueurs des Spurs, ils ont entendu « Ah, ils n'arrivent pas à lui passer la balle. Ah, si seulement ils savaient lui passer la balle. » Vous imaginez Wembanyama si on arrivait à lui passer le ballon. Et il y a eu des moments, pas que sur ce match d'ailleurs, en première mi-temps, sur ce match-là, mais aussi dans d'autres matchs depuis le début de la saison, où j'ai l'impression que les Spurs veulent absolument servir Wembanyama, mais sans que ça soit complètement inscrit dans le jeu. Parfois, c'est à contre-courant du flow, tu vois, c'est pas dans le flow du match, il y a juste une volonté de faut qu'on le serve, faut qu'on le serve. Et il y a des passes qui sont mauvaises, donc là, c'est même pas une critique de Wembanyama, c'est il y a des moments là en première mi-temps, il cherche à le servir, il y a 4 mains devant lui. Pourquoi tu veux lui faire la passe? Ça ne sert à rien. Tu vois, il aura pas le ballon en fait. Pourquoi tu cherches à faire une passe dans un océan de bras? Et en plus, on parle des joueurs du Thunder qui ont une grande envergure, des longs bras qui contestent la ligne de passe. Ne lui fais pas la passe, il y a une meilleure option. Et je me demande s'il n'y a pas ce truc de faut qu'on lui fasse la passe, faut qu'on lui passe la passe. Et après, concernant Wembanyama, je vais te laisser la parole là-dessus. Je trouve qu'il cherche ses spots, ce qui est logique. Comme tu as dit, c'est sa 2e saison, mais il a du mal à les trouver en fait. Il a du mal à poster ces gars plus petits dont je parle, qui ont un centre de gravité plus bas. Il a du mal même à prendre la position sur ces mecs-là. Je suis pas en train de faire le cliché de faut qu'ils prennent de la puissance, etc., etc. Mais en tout cas, je trouve qu'il a du mal à trouver ses spots. Je sais qu'il veut souvent la balle poste haut, mais il prend pas bien la position. Donc des fois, les mecs osent pas lui faire la passe, ou quand ils lui font, il est pas bien, et il se fait, en fait, il tombe, tu vois, il se fait prendre le ballon, ou il contrôle pas bien le ballon. Et quand il a le ballon, souvent c'est arrêté, il la reçoit arrêté. Et là, il fait pas de différence. Tu vois, par exemple, Holmgren, il y a des moments dans ce match, il fait des vrais drives tranchants vers le cercle. Tu vois, et c'est aussi un sophomore. Alors je sais qu'il a une année de plus, et c'est pas pareil. Il joue avec des bien meilleurs joueurs, donc il a des décalages qui sont faits déjà de base. Mais il y va que franco. Et Victor, si tu regardes bien, quand il commence balle arrêtée, jamais il va jusqu'au cercle, ou quasiment jamais. Toujours, ça finit par un espèce de long tir, soit à 3 points, soit à 2 points. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, Victor Wembanyama, c'est pas un bon shooter à 3 points. C'est un mec qui peut mettre des 3 points, mais c'est pas un bon shooter à 3 points. Et pourtant, l'essentiel de son jeu aujourd'hui repose essentiellement sur des tirs de loin. Alors, c'est pas que de sa faute à lui, mais moi, c'est des Pas que à constats 3 points quand même. Parce que là on dirait qu'il prend que des tirs à 3 points. Dans ce hier, sur les 5 tirs, il prend 3 points. Sur le début de saison, en 13 tirs, 40% de ses tirs, c'est de ses 3 points. Il est à 5, il prend 5 3 points par match. Donc oui, c'est pas que des 3 points, mais c'est beaucoup, 40% de tes tirs qui sont des 3 points quand t'es Victor Wembanyama. Je te dis pas qu'il doit être sous le cercle et qu'il doit jouer comme un mec qui fait que rouler, mais quand il pose un pic, tu verras que la plupart du temps, il pop. Il n'y a pas de rôle vers le cercle, il y en a peu. Et la plupart de ses possessions, enfin 40%, alors oui, c'est pas la majorité, mais j'ai dit la plupart, ça reste des tirs à 3 points. Non, mais je partage ton avis sur son. C'est pas un bon tir à 3 points et son début de saison est catastrophique sur l'adresse à 3 points. Ça, je suis totalement d'accord. Là où je suis un petit peu moins d'accord quand même, c'est ce que tu dis sur la manière de défendre. Parce qu'en fait, le match d'hier d'OKC, c'est vraiment une équipe à part défensivement. Et les principes en fait qu'ils ont utilisés pour défendre sur Victor, c'est leur principe de base en fait. C'est-à-dire qu'ils condamnent l'accès au cercle en faisant très rapidement des prises à deux et des aides très fortes dès qu'on essaie de mettre les pieds dans la raquette. Et ils ont la capacité ensuite, par le morphotype de leurs joueurs et leur vivacité, de pouvoir quand même ensuite aller défendre sur les tireurs à 3 points et de ressortir très rapidement. Et de ce que j'ai vu hier, par contre c'est très juste sur les moments où San Antonio a voulu forcer pour lui donner le ballon. C'est trop compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas juste un défenseur, il n'y a pas juste Lou Dort qui gêne Victor au niveau des hanches. Tu as 2 joueurs minimum qui sont autour de lui. Dès qu'il touche la balle, il y a 2, voire parfois 3 joueurs, dont Chet Holmgren, qui est peut-être le seul joueur à pouvoir vraiment le perturber, en tout cas dans la longueur proche du cercle. La défense d'OKC, elle est vraiment impressionnante parce que, tu sais, souvent en défense, on dit, il faut que tu choisisses.
tu peux pas tout couper en fait. L'adversaire, si tu barres l'accès au cercle, c'est que tu vas accepter de donner autre chose. Et ce qui est impressionnant avec OKC, c'est que tu as l'impression qu'ils disent non, nous on veut rien donner en fait. On va couper l'accès au cercle, on va défendre sur les tirs à 3 points, on va couper les lignes de passe pour avoir des interceptions. Et hier défensivement, c'était un clinique d'OKC. Ils ont terminé avec 18 ballons volés, 18 interceptions sur le match. Sachant que c'est un match où OKC gagne, alors que chez Gilgeous-Alexander est pas très bon. Vraiment, il est hyper maladroit. T'as Jalen Williams qui est pas très bon, qui est hyper maladroit. Et malgré tout, avec leur défense et leur capacité à jouer, ils vont chercher ce match qui a été plus serré par moment qu'il n'y paraît, mais sans vraiment être inquiété. Donc je pense que la réalité du match d'hier, c'est pas forcément la réalité de tous les matchs. Par contre, là où je te rejoins vraiment, c'est, tu disais, Victor, il cherche ses spots, en fait. Tu vois, ça me gêne pas, en fait, qu'il pop après les pics. Il y a des joueurs, c'est ça. Je veux dire, Non, moi non plus, Dirk ça me gêne pas. Nowitzki, tu vois, il roulait pas après les pics. Ça me gêne pas en soi. Par contre, effectivement, dans les spots sur lesquels Victor reçoit la balle, moi, ce que j'aimerais, c'est le voir plus jouer de l'elbow, en fait. Comme faisait Dirk, comme faisait même Amar'e Stoudemire, qui avait un excellent tir du poste haut, comme faisait Chris Webber, que ce soit avec les Kings ou avec d'autres équipes. J'ai l'impression que c'est un endroit duquel il pourrait plus facilement utiliser effectivement sa qualité de tir, mais aussi sa qualité de passe. Parce qu'en fait, encore une fois, OKC, c'est pas n'importe quelle équipe. Il y a plusieurs moments où il a beau trouver la bonne passe, les mecs ont déjà eu le temps de lire ce qui était en train de se passer et de pouvoir venir contester ou même de venir voler les ballons. Non, mais clairement, et il y a des moments où il le fait d'ailleurs, et je pense que c'est le spot. Il y a des moments où il n'arrive pas à prendre la position à ce poste haut, dans l'elbow, tu vois. Il n'arrive même pas à prendre la position et du coup, il n'a pas la balle. Il y a des moments où on n'ose pas lui faire la passe parce que les mecs ont peur qu'il n'a pas bien pris la position. Et il y a des moments où il a la balle et effectivement, souvent, ça a terminé par une passe, mais par une bonne passe, effectivement. Tu vois, il sent qu'il ne peut pas vraiment attaquer. Tu l'as dit de toute façon du côté d'OKC. Prise à 2, prise à 3, les mecs qui viennent vite en aide. C'est la meilleure défense de la ligue. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, je ne sais pas ce largement. que disent les stats. J'imagine que de toute façon, même là, au net defensive rating, c'est la meilleure défense de la ligue. Ils ont déjà laissé 2 ou 3 adversaires sous les 100 points. Mais clairement, en termes de ce qu'on a vu là depuis une semaine, c'est la meilleure défense de la ligue. Et je pense que ça sera la meilleure défense de la ligue toute la saison. Et ça va être la très grosse force d'OKC. C'est cette capacité à défendre, sachant qu'ils ne sont même pas encore complètement au complet. Mais tu vois, des elbows, donc souvent il a fini par une passe, et tu as raison, ça ne mène pas toujours un panier. Il y a quand même un moment dans le deuxième quart-temps, les Spurs, alors, j'ai pas vu la seconde mi-temps, donc c'est le moment où San Antonio a mieux joué. Mais en première mi-temps, ils sont quand même menés de 20 points. C'est simple, Victor, il a mis 6 points, il a mis 4 points d'entrée. Il a mis 4 points d'entrée. San Antonio était devant, puis il y a eu une ribambelle de pertes de balles, dont notamment certaines où je parle, où ils essayent de le chercher à tout prix, mais ça marche pas. Et là, OKC se régale en contre-attaque, prend 20 points d'avance. Il y a un 5 d'OKC que je trouve intéressant. Il y a 0 intérieur. Ils ont fait un 5. Il y avait Victor sur le terrain, avec Ousmane Dieng en pivot. Il n'y a pas un moment où ils n'ont pas eu peur. Et d'ailleurs, c'est cool. Mais il n'y avait pas Victor sur le terrain. Si, il y avait Victor. Si, Victor. C'était très court alors. C'était très court parce qu'après en deuxième mi-temps, quand ils ont joué ce 5-là, c'était jamais quand il y avait Victor sur le terrain. En première mi-temps, il y a un moment, il y a Victor. Et ils n'ont pas eu peur de sa taille, en fait. Tu vois. Il n'y a pas de crainte sur sa taille. Il n'y a pas eu de possession derrière où il punit, tu vois. Alors oui, c'était peut-être plus très longtemps. Je ne me souviens pas combien de temps exactement c'était. Je n'ai pas regardé le nombre de minutes. Mais il y a un moment où il y a ce 5, tu vois. Et il y a Victor. Et il y a... Tu sens qu'il n'y a pas de. On ne va pas être puni. Et 5 que je trouve très intéressant. J'espère que Dieng aura aussi des minutes au retour d'Hartenstein et Williams. Parce que je me dis que ça veut dire qu'en fait, ces gars-là vont prendre des minutes potentiellement à Ousmane Dieng quand ils vont revenir. Mais ouais, tu vois, il n'y a pas tout ça. Après, pour mettre un bémol tout de même, parce que je me fais un peu l'avocat du diable qui critique, enfin, c'est même pas qui critique, mais qui essaye de souligner des lacunes. Il y a une chose que je trouve importante, c'est qu'il n'y a pas Devin Vassell pour l'instant. Et ça, pour moi, on ne peut pas souligner les contre-performances de Wembanyama et ne pas préciser qu'il y a le mec qui crée le plus de décalage dans l'équipe. Parce qu'aujourd'hui, Chris Paul, il est bon, il a une science de la passe, etc. Mais il ne crée pas vraiment de décalage balle en main. Tu vois. Harrison Barnes non plus, Champagny non plus, Sohan un petit peu. Enfin, je veux dire, ils ont créé tous un petit peu, ils ont tous un peu de playmaking. Mais c'est pas, tu vois, Devin Vassell, il attire vraiment un peu l'attention de la défense et ça permet à Victor de recevoir des ballons pas arrêtés, en fait, justement. Mais avec un petit edge, ce qui est le cas d'Holmgren. Holmgren, quand il reçoit un ballon, il n'a pas à démarrer arrêté face à son défenseur. Non, il y a déjà Jalen Williams ou chez Gilgeous-Alexander qui a créé un petit écart. Et ça, Victor, il ne peut pas profiter de ça parce que Vassell est absent pour le moment.
Non, c'est très vrai. Et Holmgren qui a été excellent hier, hein, franchement, du début à la fin. Son impact défensif est vraiment énorme. Moi, j'ai trouvé, honnêtement, en deuxième mi-temps, enfin, ce que je te disais, en fait, c'est que tout à l'heure, avant qu'on commence, j'ai trouvé que c'était pas un mauvais match pour San Antonio, en fait. Parce que même si OKC avait de la marge, San Antonio s'est vraiment battu tout du long. Ils reviennent même à un moment à 8 points, je crois, au début du quatrième quart-temps. Chris Paul a montré qu'il en avait encore dans les jambes, parce qu'il y a un moment où, voilà, il n'y a pas de solution, c'est lui qui prend le scoring, il doit mettre peut-être 6 points de suite ou un truc comme ça. Donc je trouve que c'est intéressant, l'absence de Devin Vassell effectivement pénalise cette équipe des Spurs. Et par contre, voilà, je reconnais, tu vois, OKC, même avec un Shai Gilgeous-Alexander qui n'était pas très bon par rapport à ses standards, bien entendu, ils ont jamais vraiment été inquiétés. Je pense que si le match avait vraiment été serré, on aurait peut-être vu un autre visage aussi encore, tu vois, de Shai ou d'autres joueurs. Et moi, je suis ressorti impressionné en fait par cette équipe d'OKC qui, même dans un soir off pour certains de ses joueurs, même avec un Caruso qui est toujours qui trouve toujours pas la mire, il est 0 sur 5 au tir. Et en fait, tout à l'heure, on parlait de la défense, mais il faut voir à quelle vitesse ils transforment les ballons volés en panier de contre-attaque. À un moment, le commentateur disait, on dirait qu'ils sont en train de faire un exercice de jeu de relance à l'entraînement. C'est un petit peu ça, en fait. Ils terminent, il y a je sais même pas combien d'actions qui se terminent par un 3 contre 1 ou même un 2 contre 0, où il n'y a même pas un défenseur dans les parages, tellement ça va vite. Interception, jeu de relance. Donc, ouais, cette équipe d'OKC est impressionnante. D'accord avec toi pour dire que le début de saison de Victor est pas à la hauteur des attentes. Complètement d'accord. Voilà, moi j'attends de voir la suite. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont être corrigées. Oui, je pense aussi. Et puis, je pense que c'est un grand joueur. Je trouve que Victor, il est de la race des grands joueurs. Je veux dire, pas seulement sur les attentes, sur la hype. Je pense qu'il a déjà montré qu'il faisait partie des grands joueurs. Et il va corriger le tir, tu vois. Il va y avoir une régulation de la part des Spurs, mais aussi de la part de lui-même. À un moment, il va se mettre dans le rythme et ça va être autre chose. C'est pour ça que, comme toi, je pense que c'est pas alarmant. Et OKC, du coup, qui a 4 victoires en 4 matchs, on peut enchaîner avec la grosse perf de la nuit, celle de Karl Anthony Towns. On lui reprochait d'être un peu timide depuis son arrivée à New York. Hier, c'est marrant. Ouais. Il prenait peu de tirs. Je pense qu'un message a été passé dans le vestiaire. On lui a dit, vas-y mon gars. Et je pense que Towns, quand tu lui dis, vas-y mon gars, tu peux tirer, t'inquiète pas que t'as pas besoin de lui dire 2 fois. Et ben mine de rien, ça a vachement payé. Victoire des Knicks contre le Heat, 116-107. 4, il a pris 25 tirs et il a mis 17 paniers quand même. 44 points, 13 rebonds. Karl Anthony Towns qui signe son match référence avec les Knicks. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, je le trouvais plutôt bon en fait depuis le début de saison, notamment au rebond. Mais je pense que c'est exactement ce dont on parlait, Antoine. C'est qu'en termes de volume, il n'y avait pas assez de tirs en fait pour vraiment que ça soit payant en fait d'avoir ce joueur-là avec ses spécificités à lui. Si tu lui demandes pas de prendre plus de tirs, finalement, c'est un petit peu comme si tu gommais l'avantage qu'il peut t'apporter. Parce que tu sais qu'en défense, ça va être quand même limité son apport. Là, encore une fois, au rebond, je le trouve exemplaire depuis le début de l'année. Donc, je ne sais pas s'il prendra 25 tirs par soir. Par contre, voilà, je pense que cette équipe, elle est encore en train de trouver ses marques, d'essayer de trouver la bonne formule. Et il faut qu'il y ait un gros volume de tirs pour 4 pour que les Knicks puissent tirer l'avantage de ce trade. Et puis, alors, non, j'allais dire, c'est belle victoire. C'est bien, le 5 de New York a répondu présent. Par contre, ils ont joué à 8, quoi. Ah bah ça va être ça. Hein. 30 octobre, tu joues à 8, c'est... Bon. Bref, on savait. Ouais, sachant qu'en plus, il y en a 2 qui ont moins de 15 minutes. Ils ont quasiment joué à 6. Dans le 5 majeur, celui qui a le moins joué, c'est Bronson avec 36 minutes. Tu parlais de formule, il y a un truc que j'aime bien, c'est tu sers 4 très tôt dans le match, tu le mets en rythme, et sur la deuxième mi-temps, tu mises sur Jalen Bronson. Ce qu'a fait Chris Paul pendant des années, moi à la fin, c'est mon truc. Comme LeBron à un moment, là, Jalen Bronson, il a mis 22 points, il n'a pas été très adroit, mais il met 18 de ses 22 points en deuxième mi-temps. Et il finit avec 9 passes. Donc j'aime bien cette idée de d'abord t'alimenter un peu tout le monde, et notamment 4, et après tu mises sur ton meilleur joueur d'une certaine manière, closer, ou ton leader. Ouais, voilà, ton closer. Et sinon, le Heat, qui est à 2 victoires de défaite, mais Bam Adebayo et Butler n'ont pas l'air vraiment dedans depuis le début de la saison. Je pense que c'est peut-être un temps de se mettre en rythme. Notamment Bam, en fait, parce qu'on parle souvent de Butler, mais offensivement, tu sais, l'an dernier, on se félicitait du fait qu'il avait passé ce fameux cap. Alors, il l'a pas passé d'une saison à l'autre, c'était lissé, mais je trouve timide offensivement sur le volume de tirs. Là, il prend 7 tirs hier. 7 tirs. Et
Et j'ai vu passer une stat. L'an dernier, c'était Bam Adebayo et Butler étaient pour Dans le lui, premier c'était les deux quart-temps. joueurs ouais, voilà, qui prenaient le plus de tirs et qui mettaient le plus de points dans le premier quart-temps. Cette année, c'est pas du tout le cas. Et l'autre facteur inquiétant pour le 8, c'est qu'ils sont catastrophiques pour l'instant au retour de la pause dans les troisième quart-temps, et c'est là qu'ils ont pris l'eau. Ils ont pris dans le troisième quart-temps, ils perdent 35-22. C'est là que le gros de l'écart se fait, et là ça a l'air d'être une espèce de trend qui est en train de s'installer. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un réajustement de ce côté-là, du côté de Miami, d'autant qu'il y a eu quand même des choses intéressantes. Très bon match de Tyler Hero. Il y a Jaime Jaquez passe à côté de son match à l'adresse, mais depuis le début de l'année, il est plutôt bon en sortie de banc. Donc il y a quand même des choses intéressantes du côté de Miami, mais là, il faut qu'il y ait un réajustement, effectivement, et ça commence par les deux stars. Tu sais, j'ai pensé à un truc, j'ai vu que Drew Smith avait joué cette nuit. C'est le fameux joueur hipster du CQFR d'hier avec la question sur Drew Smith, et voilà, ça m'a fait sourire. Il y avait un remake des finales de conférence Est. On a eu avant-hier le remake des finales de conférence Ouest entre Dallas et Minnesota. Là, c'était donc un Indiana-Boston avec une victoire des Pacers on leur a tiré dessus un peu depuis le début de la saison. Indiana qui a retrouvé un peu sa marque de fabrique. J'ai envie de le tourner comme ça. Indiana a battu Boston 135-132 après prolongation. Ils ont résisté à un énorme comeback des Celtics. Indiana avait 20 points d'avance et Boston revient avec un panier de Tatum, notamment à 3 points pour arracher la prolongation. Indiana l'a emporté, 5 points à la fin de Siakam, 5 points de suite, dont le 3 points décisif. Mais ouais, je disais 135 points. 12 passes décisives pour Tyrese Haliburton, 7 joueurs qui scorent, tu vois, donc du danger qui vient un peu partout, du rythme, un excellent Bénédicte Mathurin qui est peut-être leur meilleur joueur depuis le début de la saison, qui a mis 30 points avec 11 rebonds. Belle victoire d'Indiana et première défaite de Boston cette saison. C'est hyper dur, tu vois, parce que c'est une très belle victoire d'Indiana avec Siakam qui a été clutch en prolongation. Et en fait, moi, j'ai envie de parler de Boston, en fait, parce que j'ai une stat pour toi. En cumulé, Tatum, Brown et Pritchard ont shooté à 10 sur 40 à 3 points. Et en fait, le match, il est là pour Boston. Tatum, il en prend 18. Ouais, ils ont été moins adroits que d'habitude. Sinon, le match, il est là. Parce qu'en fait, ils font pas un si mauvais match que ça, Boston, face à une équipe qui est intéressante de la conférence Est. Et j'ai envie de dire, voilà, tout le match, il est là, parce qu'en fait, Boston s'est quand même battu jusqu'au bout. Tu vois, ils n'ont pas accepté de perdre. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une attitude intéressante du côté des Celtics. Après, voilà, rendons hommage aux Pacers qui ont fait un bon match. On était catastrophé un petit peu du nombre de passes de Tyrese Haliburton. Là, hier, il fait un beau match, il termine à 17 points, 12 passes. Voilà, il y a du mieux. Mais effectivement, Bénédicte Mathurin, on en parlait, c'est vraiment la belle confirmation, parce que, pareil, dans sa deuxième saison, on ne savait pas trop où il en était de la hiérarchie de cette équipe. Au bout du compte, il prouve vraiment que c'est quand même un joueur qui va être majeur pour eux. Yes, et oui, je voulais dire un truc sur les Celtics, je viens de le perdre. Ouais, ce genre de match, pardon, je retrouve. Ce genre de match, c'est typiquement le genre de match qui me laisse penser que Boston va moins chercher à avoir absolument le meilleur. Enfin, je pense pas que l'an dernier ils aient cherché, mais c'est le genre de match qui me laisse penser qu'OKC terminera avec le meilleur bilan, parce qu'il y a des soirs où Boston, ça va juste jouer un peu plus relax. Par contre, Peyton Pritchard, je serais pas surpris qu'ils soient en campagne pour aller chercher le trophée de meilleur 6e homme de l'année. Le mec shoot beaucoup. Après, il a beaucoup joué. Il a joué 39 minutes, mais il va faire le concours à 3 points. J'imagine qu'il va faire le concours à 3 points. Et juste pour souligner, Derrick White qui a été excellent pour le coup. Vraiment. 23 points à 8 sur 9 au tir. Ouais. Alors que Jalen Brown a fait 1 sur 11 à 3 points. Pas mal. Tatum 5 sur 18, Tatum 5 sur 18, c'est pas mal aussi. Très très chaud. Il y avait un duel à nouveau entre le premier et le deuxième choix de la draft. Deuxième duel entre Zachary Rizaché et Alex Sarr. Ça a à nouveau tourné à l'avantage des Wizards. C'était vraiment un match intéressant pour les Français. Celui-là, pour le coup, j'ai regardé aussi un petit peu. Victoire des Wizards contre les Hawks 133-120. Donc, honnêtement, personne n'était venu pour défendre. À part peut-être Zachary Rizaché et Jalen Johnson, et ils ont dû se sentir bien seuls. Et Bilal, évidemment, je pensais plutôt au côté des Hawks. Il y avait beaucoup d'absents du côté des Hawks. Il manque Tyson Daniels, il manque DeAndre Hunter, il manque Bogdan Bogdanovic. Bref, victoire des Wizards avec effectivement Bilal, le meilleur match de Bilal en carrière. 27 points, 9 rebonds, 3 interceptions. Il commence à prendre, sur cette première semaine en tout cas, ouais, c'est plus que de la confirmation. Là, on est sur un Bilal Coulibaly qui est en train de vraiment passer un step.
Ouais, et puis j'ai pas regardé, mais j'imagine que c'est le match où il a le plus tiré, 11 sur 14 au tir. Ouais. Je peux dire que quand Kyle Kuzma joue pas, il y a quand même un volume de tirs disponible qui est plus important que le reste du temps, parce que là, Kuzma était blessé. Mais ouais, super match de Bilal. En fait, on l'avait dit, tu sais, c'était avec Shai durant l'été qu'on s'attendait à une grosse saison vraiment de Bilal. Pour le coup, tout à l'heure, je disais je disais que comment dire, que pour Victor, souvent les deuxièmes années, c'est plus dur pour les joueurs qui sont attendus. Mais pour le coup, Bilal, on s'attendait quand même à ce qu'il fasse une super deuxième saison et ça commence très très bien. Et c'est bien parce que cette équipe des Wizards, j'ai quand même aucune confiance dans le management et je me dis que c'est très bien qu'il puisse montrer qu'effectivement il peut être un joueur majeur, qu'il faut le responsabiliser. Donc c'était super nouvelle pour les Français et pour ceux qui aiment bien le jeu de Bilal. Alors, coïncidence ou non, mais les Wizards, ils ont clairement fait leur meilleur match. Ils ont bien joué, je trouve, notamment en attaque. Coïncidence ou non par rapport à l'absence de Kuzma. Parce que bon, Bilal, il a des responsabilités, c'est intéressant. Il est très fort en cut. Il commence à avoir des responsabilités balle en main. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un autre CQFR, justement un match où il avait pris que 2 tirs et j'avais dit, mais dès le début, tu vois que balle en main, il crosse un mec. Il y a un truc, tu vois, il est punchy. Voilà, il y a toujours ces comparaisons avec Kawhi Leonard en ce moment qui tournent, ça me fait marrer. Je vais pas jusque-là, mais je vois ce que certains veulent voir. Je n'irai pas jusqu'à. Pour Kawhi Leonard, ça me semble trop, mais c'est intéressant de voir ce que Bilal fait. Il a de l'adresse au tir, il a de l'adresse à 3 points. Il est bondissant. Mais j'ai trouvé que ouais, tous les Wizards avaient bien joué parce qu'il y a une bonne répartition. Et je vais te dire quelque chose. Donc, il y avait par exemple le rookie, c'est pas Keyonte George. Keyonte George, c'est celui de Keyshawn George. Ouais. Keyshawn George a été intéressant. Bob Carrington, le rookie, a été intéressant. Il a été très bon. Il a eu des coups de chaud d'ailleurs. Il a eu des gros coups de chaud par moment au point où les Hawks ont fini par mettre Rizaché sur lui. Mais il était intéressant. Il a fait 16 points, 6 rebonds, 6 passes, Carrington. Et je voulais dire Jordan Poole fait un très bon début de saison, Théo. Je tiens à le dire. Il est en fait, on retrouve le Poole de l'année où les Warriors ont été champions. C'est percutant balle en main, il prend des bons shoots, il prend des décisions plus rapides en fait, j'ai trouvé. Voilà, après j'ai pas vu toutes les possessions des Wizards depuis le début de la saison, mais je trouve qu'il y a des prises de décision plus rapides. Il a de l'adresse aussi, ça aide. Là, par exemple, je viens de regarder, il est à 46% au tir et 57% à 3 points depuis le début de la saison. Ça ne va pas durer. Il est à 22 points, 6 passes, mais voilà, il fait un bon début de saison. Et Alex Sarr, même s'il a été maladroit, il fait 3 sur 9. Pareil, intéressant, 11 points, 5 rebonds, 4 blocs. À un moment, il met un joli fadeaway, il y a un joli move. Il y a des trucs du côté des Wizards qui sont intéressants. Et comme je disais, un bon match des Français parce qu'en face, Zaccharie Rizaché, il a signé son meilleur match aussi. 17 points, 6 rebonds, 2 contre. Ouais, c'est ça. Lui encore, il profite des absences pour se montrer. 7 sur 15 au tir, donc pareil, plus gros volume, je pense, depuis le début de sa saison. Non, c'est pour Zachary, c'est très bien. De toute façon, on s'y attendait. C'est vrai que tu vois, j'ai même pas fait gaffe au score final 133. Ils ont pris Personne a défendu. Personne n'a défendu. Ouais, là, c'est vraiment catastrophique. Okongwu était de retour, mais il était pas bon pour le coup. Il avait manqué le match précédent. Je pense qu'il devait être encore diminué. Non, c'est marrant. Ce qui serait marrant, ce sera de voir si ça devient une espèce de petite mini-rivalité ou si c'est nous simplement parce qu'on est français qu'on voit les confrontations entre français, si c'est comme ça. Après, il y a quand même le match-up premier de la draft, deuxième de la draft qui est toujours un petit peu suivi. Donc, c'est intéressant pour la suite. Faut noter quand même que Trae Young a été meilleur. Hein. Dans le match précédent, il avait été éteint effectivement par Bilal. Là, il termine avec 35 points, 4 rebonds, 15 passes. Très maladroit à 3 points, mais par contre, plutôt bon dans le global. Voilà. Oui, il a pris des tirs à 3 points, mais genre, tu vois, son range. 13, ouais. Mais tu sais, il y en a certains, il les prend à 10 mètres. Tu te dis, t'es sûr? Mais bon, c'est Trae Young, tu vois, tu sais qu'il va en mettre. Et. Bon, c'est du Trae Young, effectivement, il a fait quand même un bien meilleur match. Zaccharie Rizaché, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a quelques drives, en fait. Tu vois, il y a des drives, c'est son 4e match, tu vois. Il y a des drives balle en main où il va provoquer, il y en a même un où il finit en N1, il y en a un, il absorbe le contact, il score. Tout ça, ça me plaît. Rizaché, ça me conforte dans l'idée. Après, oui, là, il y a des absents, et tant mieux, parce que tu vois, il peut se montrer. C'est pareil que Bilal, même si j'ai plus confiance au management des Hawks qu'à celui des Wizards. Tu vois, c'est intéressant qu'il puisse vite se montrer, que les Hawks se rappellent bel et bien. Ah ouais, non, mais c'est notre premier choix de draft, il est bon. Parce
cas, voilà, ça c'est Ouais. intéressant du côté des Français. On peut peut-être enchaîner avec Ouais. l'autre équipe invaincue, 5 matchs, 5 victoires, c'est Cleveland, premier de la conférence Est. Cleveland qui a torpillé les Lakers. Le coup de fatigue un peu dont on pensait que ça arriverait du côté des Lakers, c'est déjà un peu le cas sur ce match à l'extérieur. Victoire 134-110, je le disais. Deuxième défaite de suite des Lakers et donc 5e victoire de suite des Cavaliers. 25 points d'Evan Mobley, 24 points de Donovan Mitchell, 20 points, 17 rebonds de Jarrett Allen, 14 points de Ty Jerome en sortie de banc qui fait un bon début de saison. Ty Jerome, le mec personne n'a vu venir, mais tu vois, il y a pas mal de trucs comme ça du côté des Cavs qui tournent bien. Ouais, coup de fatigue et aussi cette équipe de Cleveland qui est forte en fait. Faut reconnaître honnêtement. Je pense que on les avait vus bien, mais peut-être pas autant sur ce début de saison, aussi près en fait sur ce début de saison, surtout avec un nouveau coach. Mais on sent vraiment tout le réajustement qui a été fait par Kenny Atkinson. Les Cavs jouent plus vite que par le passé. Ils se servent vraiment de la vitesse d'exécution. Il y a toujours le jeu qui est quand même plus axé autour d'Evan Mobley en attaque que par le passé. Il fait encore un excellent match. Hein. Mobley, t'as dit 25 points, 12 sur 16. Face à peut-être ce qui est l'un des 2-3 meilleurs défenseurs de toute la ligue en Anthony Davis. C'est quand même une vraie belle performance. Et Atkinson qui, pour l'instant, arrive à faire fonctionner le duo Jarrett Allen et Evan Mobley, parce que les deux sont bons en même temps. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe du côté de Cleveland. Du côté des Lakers, ce qui est intéressant quand même, intéressant, inquiétant, c'est que finalement, tu dis, LeBron fait un bon match encore en termes d'efficacité. C'est pas un grand match, mais c'est un bon match. Anthony Davis, par contre, gêné par la taille au niveau de la finition, la taille des grands de Cleveland. Mais bon, voilà, c'est ce qu'on disait. De toute façon, cette équipe a manque de rotation de qualité, quoi. Et il y a un autre truc aussi qu'on avait souligné, c'est que l'adresse à 3 points, ça n'allait pas durer. Ouais. Et là, hier, ils font 6 sur 28. Ils mettent que 6 paniers à 3 points, 21%. Ça, c'est le problème de toute façon de l'effectif des Lakers. Alors, il y a Dalton Connect qui lui en met 2 en sortie de banc. Il a mis 18 points. Le rookie, et d'ailleurs, en parlant de rookie, Bronny James a mis ses premiers points NBA. Et c'est plutôt beau qu'il les ait mis à Cleveland, là où tout a commencé. Je me demande si c'était pas scénarisé depuis le début. Mais si je peux quand même, là, c'est chouette et tout. Mais tu vas sur ESPN, c'est le premier truc sur lequel tu tombes. Tu dis, mais attends, le mec, il a mis 2 points dans du garbage time. C'est bon, quoi. C'est pas lui rendre service. Du match, elle est autour de ça. Tu vas te dire, mais attends, mais je trouve ça, c'est pas lui rendre service. Et je trouve ça, je trouvais ça triste pour Cleveland. En fait, c'est déjà une équipe dont personne parle en règle générale. Là, tu dis, il faut un super début de saison. Voilà, souligne le fait que les Cavs... D'ailleurs, ça n'a pas dû arriver si souvent que Cleveland batte une équipe dans laquelle jouait LeBron par le passé, quoi. C'est Donc, vrai. ça, c'était plutôt une espèce d'histoire que je trouvais plus intéressante que les 2 points de Bronny. Après, bon. Je suis d'accord avec toi. Allez, je te propose qu'on passe en accéléré sur les autres matchs. Ouais. Charlotte a battu Toronto et notre chouchou Treman a mis 27 points de Treman en sortie de banc. Tidjane Salin, 3 points, 3 rebonds, 3 passes en 16 minutes. Victoire 138-133 des Hornets. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur ce match. Si, juste un mot quand même, la Melo Ball qui fait un vraiment début de saison, là il déchire un petit peu, j'ai plus les stats, faut que je vérifie au niveau de l'adresse. 19 points, voilà, 7 sur 20. Par contre, il est déterminant sur la fin du match, c'est lui vraiment qui fait la différence. Et juste souligner que les Raptors étaient sans Scottie Barnes qui va rater au moins 3 semaines parce qu'il a une fracture orbitale. Oui, le tanking commence maintenant pour Toronto. Cooper Flag, il faut aller le chercher. D'ailleurs, il y a eu 30 points de Grady Dick, le sophomore. Détroit a décroché sa première victoire de la saison contre Philly. Et franchement, du côté des Sixers, bref. Victoire 105-95 des Pistons. 23 points de Jaden Ivey, 22 points de Cade Cunningham avec 7 passes décisives. C'était le revenge game de Tobias Harris, 18 points, 14 rebonds. Du côté des Sixers, 32 points de Tyrese Maxey, 8 points, 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions pour Gershon Yabusele. Franchement, Philly... Ouais, après là, il manque Embiid et Paul George. Mais... Bah ouais, mais c'est du coup, leur attaque peut pas fonctionner, honnêtement. Ouais, c'est ça. Truc intéressant, parce que on parlait des défaites de Détroit. On sait qu'ils savent pas trop encore sur qui miser vraiment, mais Jaden Ivey fait un excellent début de saison. Et notamment, je vérifiais ça tout à l'heure, il est à 42,9% pour l'instant à 3 points, ce qui est vraiment le secteur de son jeu qui lui manquait. Bon, il lui manque plein de choses encore, mais je veux dire, c'est vraiment ce qui peut lui permettre d'accéder à un autre type de statut. Donc, vraiment intéressant du côté des Pistons, ça. Ouais. Et lui et Cunningham sont bons. Cunningham est aussi à 40%, il est à 47% au tir, 25 points, 5 rebonds, 7 passes. Ça, c'est vraiment un duo sur lequel tu peux t'appuyer dans le backcourt qui est assez intéressant du côté de Detroit. Juste Gershon, 8 points pour Gershon, 8 points de rebond de passe.
Yes. Mais petit temps de jeu, 19 minutes. Je t'avoue que vu le manque de, en l'absence d'Embiid et de Paul George, j'espérais que Gershon aurait un peu plus de temps de jeu en fait. Ouais, à voir ce que ça donne au retour des deux stars. Ouais. Chicago a battu Orlando, victoire un peu surprise. Le Magic qui n'a pas réussi à prendre le dessus sur une équipe des Bulls, victoire 102-99 de Chicago, malgré 31 points de Paolo Banchero. En face, il y a eu 21 points de Kobe White, 20 points de Josh Giddey, avec 11 rebonds, 5 passes. Il fait plutôt un bon début de saison d'ailleurs, Josh Giddey. 18 points de Nikola Vucevic avec 14 rebonds. Voilà, victoire des Bulls. Troisième victoire en 5 matchs des Bulls. C'est un bilan positif. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas reçu le mémo. C'est ça, exactement. Comme tous les ans. Quoi. Comme tous les ans. On parlait hier, si vous voulez voir dans le CQFR, on nous posait une question sur Chicago. Et je souligne que Franz Wagner, à nouveau, n'a pas fini le match. Il était malade, ça fait 2 matchs de suite qu'il peut pas terminer, il tente, il essaie de jouer mais il peut pas finir, donc je pense que ça a joué aussi, parce que courte victoire, 102-99. Victoire des Nets contre les Grizzlies, c'est le genre de match qui me laisse penser que les Grizzlies auront du mal à être réguliers cette saison d'ailleurs. Victoire de Brooklyn à l'extérieur avec un gros Dennis Schroeder, on le répète, lui, il est en train de distribuer sa carte de visite, 11 sur 14 au tir, 6 sur 9 à 3 points, 33,8 passes de Dennis Schroeder, victoire donc contre les Grizzlies malgré 30 points de Jaren Jackson Jr. Ouais, et puis non, ça confirme ce qu'on disait, parce que tu sais, quand on parlait de la victoire en prolongation des Nuggets face à Brooklyn, c'est une équipe qui est pas si simple que ça à manœuvrer, parce que tellement dynamique, tellement agressive sur les postes extérieurs, et il faut souligner comme le bon travail de Jordi Fernandez. Je sais que toi aussi, tu pensais que c'était un très bon choix pour Brooklyn et qu'il ferait du bon travail. Je pense que ça excède même un petit peu les attentes pour l'instant. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le fait d'avoir un bon coach et quand même quelques joueurs, des joueurs de talent, ça t'aide à gagner quelques matchs, quoi. Golden State. Morant qui était extrêmement maladroit aussi, 5 sur 16 au tir pour Ja Morant. Yes, ouais. C'est vrai. Golden State a battu New Orleans 104-89, 4e victoire en 5 matchs pour les Warriors. Toujours pas d'Andrew Wiggins, toujours pas de Stephen Curry, mais pas de problème quand même. La marque a été bien répartie. 21 points de Buddy Hield, 16 points de Jonathan Kuminga, encore une fois en sortie de banc, 15 points de Trayce Jackson Davis, 14 points de Draymond Green avec 5 contres, 13 points de Brandon Podziemski avec 8 rebonds, 7 passes. Les Pelicans, 2 matchs de suite qu'ils arrivent. Alors là, il manquait du monde. Il manquait McCollum, il manquait Herb Jones. Il y avait Zion et Brandon Ingram. La bonne nouvelle, c'est que Zion, il enchaîne les matchs, même s'il a été dégueulasse en termes d'adresse. Et ouais, les Pelicans ont encore perdu contre des Warriors, eux aussi diminués finalement. Eux, il leur manque pour le coup leurs 2 meilleurs joueurs aux Warriors. C'est vrai qu'aux Pelicans, il te manque pas mal de role-players, mais les Warriors, il leur manque leurs 2 meilleurs joueurs. Ouais, c'est chaud en fait. Ils jouent avec une assurance, les Warriors. T'as l'impression qu'ils sont champions en titre en fait, quand ils jouent certaines équipes, tu vois. Steve Kerr a fait jouer 12 joueurs, quoi. Ouais, à chaque match, il a dit j'adore ma rotation, il fait jouer sa rotation. Et pour le coup, ils n'ont pas été inquiétés du tout, effectivement. Cette équipe des Pelicans, ça va être dur. Ça va être dur et. Ouais. On peut continuer avec Portland qui a battu les Clippers, les victoires des Blazers contre les Clippers 106-105 avec un contre décisif à la fin de Denis Avdija, 25 points pour Anthony Simons, 15 points, 12 rebonds pour DeAndre Ayton, 14 points pour Scoot Anderson en sortie de banc, 7 points de Ryan Rupert qui était bon sur un petit temps de jeu. En face, il y a 30 points de Norman Powell. 19 points, 10 passes pour James Harden, et par contre c'est Ivica Zubac qui avait été énorme dans les matchs précédents, qui n'a mis que 6 points. Ouais, qui a craqué sur la ligne des lancers francs. Je crois qu'il en aura 2 à la fin, qui aurait pu permettre à. Je sais plus si c'était pour égaliser ou pour repasser devant. Mais effectivement, Ryan Rupert qui a été excellent, qui a été même salué par ses coéquipiers qui lui ont dit que c'est lui qui avait changé un peu le momentum du match, parce que ses points, il les met dans. Je sais plus, c'est en quoi? C'est en 3 minutes. En 3 minutes qu'il met ses 7 points ou un truc comme ça. C'est un tout petit passage. Vraiment... Ouais, sur un tout petit passage, donc ça se fait plaisir. Et Scoot Anderson, dont on parlait hier, qui a encore été très très bon en sortie de banc. Yes, écoute, on a fait le tour des matchs NBA. Je te propose qu'on se penche vite fait sur les résultats d'Euroleague. Ouais. Il y a eu une fin de match assez folle entre Zalgiris et l'Étoile Rouge. Victoire de Zalgiris 86-84 avec 15 points et 7 passes de Sylvain Francisco. Et Théo, un panier pour la gagne. Pas pour Francisco. Ouais, c'est ça, il restait 1 seconde et 3 dixièmes, si je me trompe pas, balle à Zalgiris remise en jeu sur le côté. Et c'est c'est un très beau système sur touche qui trouve Brian Dunston sur une espèce de passe lobée. Il arrive à réceptionner le ballon et tout de suite remonter la balle sur un petit tir à une main qui donne la victoire à Zalgiris. Belle victoire sur un petit score.
Zalgiris qui est premier égalité hein, d'ailleurs avec Barcelone. 5 victoires en 6 matchs, je crois, pour Zalgiris et Barcelone. Les deux clubs français étaient engagés hier soir. Alors l'Asvel s'est fait cartonner par le Panathinaikos, 92-68. Mathias Le Sort, je crois, fait 9 points, 4 rebonds, quelque chose comme ça. En face, il y a Théo Malédon. Je l'avais dit hier, ouais, il est super chaud en ce moment et tout. Bon, il a fini avec 1 point. Grosse défaite de l'Asvel. Et Monaco a battu le Partizan 79-74. Ouais, ben voilà, c'est ça. Grosse cartouche pour Villeurbanne, dur pour les joueurs français. Je crois que Nando termine avec 0 points. Edwin Jackson en met 13, si je me trompe pas, quand même. Il a quand même mis le nez à la fenêtre. Et ouais, belle victoire de Monaco, clairement. Ouais, Monaco qui est déjà installé dans le top 5 du classement là. Et c'est bel et bien 5 victoires en 6 matchs. Je l'ai maintenant sous les yeux, le classement. 5 victoires en 6 matchs pour Zalgiris et Barcelone. Le Pana est 3e. Baskonia de Timothée Luaukabaro est 4e. Et puis Monaco qui est derrière 5e. Donc Monaco est déjà bien installé dans le top 5 de l'Euroleague. Ouais, Baskonia qui jouera contre Paris demain soir d'ailleurs. À Paris. Yes, belle affiche à suivre. Et bah écoute Théo, on va s'arrêter là-dessus. C'était un gros CQFR. De toute façon, on se retrouvera demain à nouveau pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, bonne journée à tous. Ciao tout le monde.